Si je pouvais remonter le temps, je dirais à ma bien-aimée Astrid qu'il vaut mieux soigner les chiens, car ils sont bien plus reconnaissants que certains humains. Je vais reprendre les grandes lignes de l'histoire de la mort tragique de ma petite sœur Astrid, mais vous invite à aller voir les nombreuses vidéos que j'ai faites ces 4 dernières années et qui retracent en détail les différentes étapes que nous avons franchies pour avoir la compréhension actuelle du piège mortel dans lequel elle avait été attirée. Je ne fais pas ces vidéos par provocation, ni par goût pour un exhibitionnisme macabre. En effet, comme tous ceux qui traversent des épreuves de cette nature, on a besoin de temps et de silence pour pouvoir faire le deuil. Mais l'assassinat de ma sœur est tellement scandaleux que le temps et le silence arrangent les auteurs de cet acte abject, mais aussi tous ceux qui veulent étouffer cette affaire. C'est pourquoi, parce qu'il existe des présomptions graves de culpabilité provenant du dossier d'instruction lui-même que j'ai étudié avec beaucoup d'attention, je ne respecterai plus la présomption d'innocence et vais dévoiler le nom de la commanditaire de son assassinat. Assassinat exécuté avec la complicité d'hommes identifiés dans le dossier d'instruction, mais jamais interrogés. Ma sœur Astrid était partie en Corse le 4 juillet 2020, rejoindre des amis pour, elle nous l'avait dit, y passer des vacances et revenir dans 3 mois, donc en octobre 2020, comme elle écrit dans ce message WhatsApp, envoyé peu de temps après son arrivée sur l'île. Elle nous a effectivement envoyé des photos et des messages, indiquant qu'elle n'était pas seule et s'amusait bien. À notre connaissance, tout se passait bien et nous n'avions aucun motif d'inquiétude, hormis les confinements et les couvre-feux qui étaient instaurés car nous étions en pleine période de la pandémie Covid. Le 30 octobre, aux environs de minuit, j'ai eu une longue conversation téléphonique avec ma sœur. Nous avons parlé de choses et d'autres, de l'appartement en cours d'aménagement qu'elle devait occuper à son retour et aussi de spiritualité. Elle allait bien, n'allait pas rentrer de suite car elle voulait louer une voiture pour continuer à visiter l'île. C'était la dernière fois et je ne savais pas encore que j'entendais sa douce voix. Puis, à partir du 13 novembre 2020, Astrid ne répondait plus à nos appels ni à nos messages. Nous l'avons cherchée et sommes remontés par nos propres moyens jusqu'à la gendarmerie de Calvi où, le 19 novembre, acculé par notre insistance, l'enquêteur en charge du dossier a fini par nous annoncer l'effroyable nouvelle de sa mort. Il m'a déclaré au téléphone que dans la nuit du 5 novembre, aux environs de 20h30, Astrid était sortie de sa chambre du Calvi Hotel avec ses couvertures sur elle pour aller s'immoler sur le parking de cet hôtel avec le carburant qu'elle avait acheté 5 jours plus tôt dans une station-service située à proximité de l'hôtel. Cette annonce a fait l'effet d'une bombe dans notre famille. Mais après le choc, nous qui la connaissions très bien, avons douté de cette version des faits, d'autant que ses relevés bancaires, ouverts après l'annonce de sa mort, retraçaient des mouvements financiers très suspects. Nous avons contesté la conclusion retenue, suicide par immolation, et demandé la réouverture de cette enquête, bouclée ou plutôt bâclée en 8 jours, exercer un droit de réponse auprès des journaux qui, dès le 6 novembre 2020, soit le lendemain même de la découverte de son corps en flammes, colportait déjà l'orientation donnée par les services du procureur, suicide par immolation, alors que l'enquête n'avait même pas commencé. Information également relayée 2-3 jours après dans cette émission télé d'audience nationale. La Corse et la France entière avaient appris cet effroyable drame, mais pas nous, sa famille. Après la plainte au procureur, bien sûr classée sans suite, puisque c'est lui qui avait indiqué aux journalistes l'orientation qu'il comptait donner à cette affaire, suicide par immolation, nous avons porté plainte avec constitution de partie civile pour homicide volontaire, précédé d'extorsion de fonds, Astrid ayant dépensé énormément d'argent sur cette île. Une instruction a été ouverte et toute la famille a sincèrement collaboré avec l'enquêtrice, croyant, comme elle nous l'avait dit, qu'elle voulait faire toute la lumière sur la mort d'Astrid. Mais il n'en était bien évidemment pas le cas. Sa mission était de trouver des éléments dans la vie personnelle ou familiale d'Astrid
pour étayer la thèse du suicide par immolation d'une femme qu'il présentait comme solitaire, mal dans sa peau, voire carrément folle, au point de mettre fin à ses jours en se grillant comme une saucisse sur le parking d'un hôtel. Après ces longs mois de pseudo-instruction, en février 2023, la juge d'instruction nous a réunis pour nous annoncer qu'elle voulait elle aussi clôturer l'enquête par un non-lieu, personne n'étant, selon elle, intervenue dans la mort d'Astrid, qui pour elle était une femme dérangée. En avril 2023, en qualité de partie civile, nous avons demandé et obtenu de consulter le dossier d'instruction remis à notre avocat et nous l'avons examiné avec beaucoup de minutie. Pour résumer, le dossier d'instruction et l'enquête préliminaire sont truffés d'incohérences, de pistes non explorées et de tentatives de dissimulation de faits gravissimes. Nous avions eu raison de soupçonner les autorités de vouloir étouffer cette affaire en la qualifiant de suicide, alors que cet incendie visait à masquer les traces visibles que j'ai vues d'un homicide réalisé quelques jours plus tôt. Et je vais vous lister brièvement les anomalies de cette thèse du suicide par immolation. Ce soir du 5 novembre, aux environs de 20 h, personne n'a entendu les cris de douleur que pousserait toute personne brûlant vive. Les arbres autour d'elle n'étaient pas brûlés, preuve qu'elle ne s'était jamais tenue debout à cet endroit. Le procureur de la République avait menti en écrivant cela dans sa décision de classement sans suite. Son corps, couché sur le côté, était derrière les buissons du parking du Calvi Hotel, hors de la vue des passants, comme si elle s'était cachée pour s'immoler. Tous les témoins ont indiqué qu'Astrid était comme un mannequin et ne bougeait pas dans les flammes. Elle était donc déjà en rigidité cadavérique, ce qui de facto établissait l'antériorité de la mort et excluait le suicide. À côté de son corps, des sacs de course, des bidons de combustible, un jerrycan d'essence de 10 litres, des brindilles et une éponge sur un bidon d'alcool à brûler, comme si Astrid avait voulu essuyer le bidon pour effacer ses empreintes digitales avant d'aller se donner la mort. LOL. Le procureur de la République a érigé un obstacle légal à l'autopsie d'Astrid, alors que c'est obligatoire quand on découvre un cadavre sur la voie publique, surtout dans les circonstances dans lesquelles elle a été retrouvée. Il faut absolument s'assurer qu'il n'y a pas eu homicide. Lors de l'enquête préliminaire, aucune conséquence n'a été tirée des dépositions de la pompiste qui a affirmé qu'Astrid avait acheté le carburant à la demande d'une tierce personne qui lui avait précisé devant elle, au téléphone, la quantité d'essence à acheter. Pire, les autorités n'ont pas convoqué le premier témoin sur les lieux pour cacher la vérité, car ces dépositions pulvérisaient la thèse gendarmiesque d'une Astrid sortant avec les draps de l'hôtel sur elle pour aller se suicider sur ce parking. Il a en effet déclaré que la couverture trouvée sur le corps d'Astrid était la sienne et qu'il l'avait utilisée pour étouffer les flammes qui devaient consumer le corps de ma sœur. L'action héroïque de ce témoin pulvérise également les mensonges du médecin légiste qui a mentionné dans son rapport, non pas d'autopsie mais de constatation externe, que le corps d'Astrid était totalement dégradé par l'incendie, ce qui est faux, car en aspergeant d'eau et en étouffant l'incendie avec sa couverture, ce témoin a éteint le feu. Seule la jupe noire d'Astrid avait brûlé. Son corps était intact, rendant visible la fente sur sa cuisse droite et celle sur son abdomen que j'ai vue aussi sous le t-shirt rouge ouvert en deux que ma sœur portait. Après l'examen attentif du dossier mis à notre disposition par la juge d'instruction, nous avons compris la colère de notre premier interlocuteur, le gendarme de la brigade de Calvi, lorsque nous avons contesté son enquête expéditive. Lui, comme ses autres collègues après lui, ont voulu nous cacher, premièrement, leur faute professionnelle, car ils auraient pu sauver Astrid, et deuxièmement, l'identité évidente de la commanditaire de son assassinat. Ayant trouvé les diligences de ces braves enquêteurs très insuffisantes, et le mot est faible, nous avons demandé, comme nous y autorise le Code de procédure pénale, des investigations complémentaires, comme la production des relevés téléphoniques d'Astrid depuis son arrivée en Corse pour connaître son entourage, l'analyse ADN de la culotte non brûlée qu'elle portait encore sur elle, l'analyse ADN des cheveux présents sur une brosse rose trouvée dans sa chambre, ustensile qu'Astrid n'utilisait pas pour
coiffer sa magnifique chevelure laineuse. Mais par une ordonnance du 23 septembre 2023, la juge d'instruction, animée du même zèle, sinon frénésie que ses collègues pour étouffer cette affaire, a refusé d'effectuer tous les actes complémentaires demandés. À ce jour de l'anniversaire de naissance d'Astrid, 22 juillet 2024, nous attendons toujours qu'elle rende son ordonnance de non-lieu, annoncée avec beaucoup d'aplomb en février 2023, puisqu'elle aussi, comme le procureur avant elle, considère que rien dans le dossier d'instruction n'établit l'intervention d'un tiers dans la mort d'Astrid. Or, c'est une chose de le dire, c'en est une autre de signer une décision aussi grave, sérieusement écornée par les révélations faites dans mes différentes vidéos des insuffisances de cette enquête qui frisent à la non-dénonciation ou pire à la dissimulation de crimes qui sont des infractions pénales gravissimes de la part des autorités en charge justement de la lutte contre la criminalité. Or, ce qui va suivre ne va pas l'aider à rendre cette décision, puisque je vais dévoiler la commanditaire de l'assassinat de ma sœur, qu'elle et toute la joyeuse bande basée en Corse n'ont eu aucun mal à identifier, puisque j'y suis parvenue aussi. Commanditaire que pourtant, malgré la gravité des faits, la mort d'une femme dans des circonstances épouvantables, il cherche ce qui est incompréhensible à protéger. À moins d'avoir tiré un profit financier de la mort d'Astrid, dont les organes ont été prélevés et peut-être vendus, sinon mangés, moi je ne vois que le racisme pour expliquer leur attitude. Marie-Françoise Savelli, née Guglielmacci, gérante du Calvi Hotel au moment de la mort de ma sœur, n'a pas réagi à cette accusation portée contre elle dans la 12e vidéo de cette triste série que je réalise pour que la vérité éclate et que justice soit rendue à ma sœur Astrid. Pourtant, le 17 février 2024, je lui avais personnellement adressé par mail le lien vers la vidéo d'accusation pour qu'elle la voie, des fois qu'elle ne serait pas abonnée à ma chaîne YouTube, ce dont je doute. En ne portant pas plainte contre moi pour diffamation ou dénonciation calomnieuse, elle a implicitement reconnu avoir tiré un profit financier de la mort de ma sœur. Après avoir obtenu d'Astrid la signature le 14 octobre 2020 d'un chèque de 8 500 €, certainement sur la promesse mensongère d'un hébergement dans son hôtel du 21 octobre 2020 au 1er février 2021 alors qu'elle savait qu'il allait fermer, elle a gagné, sans contrepartie aucune, la somme de 7 500 € puisque Astrid a été tuée le 2 novembre 2020. Argent que, je rappelle, elle a refusé de nous rembourser malgré notre demande amiable en décembre 2020. Et je vous renvoie à ma vidéo numéro 12 pour plus de précisions. Or, si on continue à suivre cette piste de l'argent, il apparaît évident que, comme Sénèque l'a dit, le coupable est celui à qui le crime profite. En me fondant sur des faits précis, présents dans le dossier d'instruction, et l'impliquant personnellement, je tire des présomptions graves de culpabilité et me délie du secret de cette obstruction qui n'a visé qu'à la protéger. J'accuse donc Madame Marie-Françoise Savelli, née Guglielmacci, d'avoir fait assassiner ma sœur Astrid Zokanga à Calvi en Corse le 2 novembre 2020. Et je la mets au défi de porter plainte contre moi, Annick Zokanga, si je la diffame. Je vais dévoiler maintenant les éléments du dossier d'instruction sur lesquels je fonde mon accusation. Astrid n'est pas arrivée par hasard au Calvi Hotel. C'était une étape dans son voyage en Corse et elle y était attendue. J'en veux pour preuve ce chèque de 2 600 € tiré au profit du Calvi Hotel et daté du 22 juin 2020. Les montants en chiffres et en lettres ainsi que la signature sont bien écrites de la main d'Astrid, mais pas le bénéficiaire, ni la date, ni le lieu. Astrid a décollé pour la Corse le 4 juillet 2020. Elle n'était donc pas à Calvi le 22 juin 2020. Bizarrerie que les zélés enquêteurs n'ont bien sûr pas remarqué, ni donc investigué. Astrid a atterri à Bastia le 4 juillet, puis a été conduite le même jour à Cargèse, où elle a séjourné un petit temps, puis elle a été emmenée à Calvi.
Le 5 septembre, alors qu'elle résidait à l'hôtel Le Home, elle a réglé par carte bleue, comme le montre la facture à l'écran, la somme de 1 220 € au Calvi Hotel. Or, elle ne s'installera dans ce dernier hôtel qu'à partir du 12 septembre 2020 pour, comme elle l'a déclaré à un témoin du dossier qu'il a dit dans sa déposition, se rapprocher de ses amis. Astrid n'a jamais été la femme isolée, dépressive ou carrément folle que ceux qui ont intérêt à l'étouffement de cette affaire affirment. Astrid a prodigué des soins homéopathiques à Marie-Françoise Savelli, souffrante d'un cancer. Dans une précédente vidéo, j'avais indiqué qu'Astrid était férue de médecine naturelle et notamment d'homéopathie. Elle se soignait, elle nous soignait de cette façon et surtout, elle avait consacré plusieurs années à soigner notre mère tombée gravement malade. Avant d'aller en Corse rejoindre des amis, Astrid avait déjà fait un break dans cette vie fatigante, d'aidante et soignante familiale. Elle était partie à Cuba d'août à novembre 2019. Après l'annonce de sa mort, nous avons contacté sa logeuse cubaine car elle ne nous avait pas beaucoup parlé de son séjour là-bas. En juillet 2021, avec l'aide d'une amie hispanophone, prétextant qu'Astrid était malade, nous avons demandé qu'elle nous décrive la vie de notre sœur pendant son séjour à Cuba. Elle nous a décrit la femme simple et très gentille que nous connaissions, visitant la ville et sympathisant avec les habitants. Elle nous a également dit qu'Astrid lui prodiguait, dans un espagnol certainement très approximatif, des conseils de santé et lui faisait des massages. Elle nous a enfin dit que l'impossibilité de rester plus longtemps sur cette île, Cuba n'accordant que des visas de 3 mois sans possibilité de prolongation, avait été très douloureuse pour Astrid qui, trop émotive, était repartie en France un matin très tôt sans lui dire au revoir. Cette femme avait un attachement sincère pour notre petite Astrid, qu'elle avait hébergée près de 4 mois et dont elle se souvenait encore plus de 2 ans après son séjour. À son tour, elle nous a demandé des nouvelles de sa santé. Nous n'avons pas voulu la peiner et surtout la choquer en lui annonçant au téléphone la fin tragique d'Astrid, lui laissant croire qu'elle se remettait doucement de sa longue maladie. Voilà qui était notre petite Astrid. Gentille, serviable, toujours à vouloir soulager les gens de leurs maux. Et cette hôtelière de Cuba, très accueillante, mais aussi très modeste, comme la grande majorité des habitants de cette île, a été nettement plus respectueuse de sa cliente. Elle n'a pas cherché à l'escroquer, ni pire. Je dis ça, je dis rien. Je précise que la conversation avec la logeuse cubaine avait été enregistrée sur un CD-ROM remis aux enquêteurs émérites de Corse dans l'espoir d'une exploitation. Ils ne l'ont jamais fait, mais peut-être ont-ils joué au frisbee avec ce CD-ROM. C'est toujours ça, on ne l'aura pas enregistré pour rien. Vous croyez qu'en Corse, l'empathie d'Astrid pour la souffrance des autres avait cessé? Bien sûr que non. Or, justement, dans le dossier d'instruction, outre ce chèque de 2 600 € qu'elle avait dû envoyer avant son départ, certainement pour réserver sa chambre au Calvi Hotel, Astrid avait acheté, en juin 2020, ici à Bonneuil, 326 € de médicaments homéopathiques. Par ailleurs, dans sa déposition, la pharmacienne de Calvi chez qui Astrid s'approvisionnait avait déclaré l'avoir questionnée sur l'usage des nombreux médicaments qu'elle achetait. Astrid avait répondu que ce n'était pas que pour elle. Donc, à cette époque, Astrid était déjà à Calvi, où, après son séjour au Home, elle s'était installée au Calvi Hotel pour se rapprocher de ses amis, ce qui avait été rapporté par un témoin du dossier. Elle a, pendant cette période, dépensé la bagatelle de 1 168 € en médicaments homéopathiques et justement, dans les médicaments achetés, figuraient des antinauséeux. C'est pourquoi, pendant un certain temps, j'ai pensé qu'Astrid attendait un bébé. Or, tout le monde sait que la nausée est aussi un fâcheux effet secondaire de la chimiothérapie. Sans oublier, bien sûr, la perte des cheveux. Astrid achetait donc ses médicaments homéopathiques pour elle, mais aussi pour soigner une personne atteinte du cancer. On comprend mieux pourquoi la juge d'instruction avait catégoriquement refusé notre demande d'investigation complémentaire, en l'occurrence l'analyse ADN des cheveux de la brosse rose
trouvés dans la chambre d'Astrid. Astrid n'utilisant pas ce genre d'accessoire pour ses cheveux laineux. Il s'agit sans aucun doute de la brosse à cheveux d'une femme blanche que tous ces zélés enquêteurs cherchent à protéger, Marie-Françoise Savelli. Je ne croyais pas si bien dire quand dans ma vidéo numéro 9, j'avais dit qu'Astrid avait eu un comportement de sainte. Astrid a soigné Marie-Françoise Savelli, âgée à l'époque des faits de 70 ans, comme sa propre mère, la soignant patiemment et gratuitement. Marie-Françoise Savelli a remercié Astrid en volant ses petites économies qu'elle ne voulait plus lui rendre, en organisant son agression et sa séquestration dans son hôtel, le temps de préparer son assassinat à Propriano, situé à 200 km de Calvi, afin de faire prélever son sang et ses organes sans laisser de traces dans son établissement. Ce qui me permet de l'affirmer se trouve dans le dossier d'instruction qui regorge de preuves de la cupidité meurtrière de Marie-Françoise Savelli. Pourtant très économe, Astrid avait déjà lâché beaucoup d'argent en séjournant dans des hôtels très chers et aussi en retrait d'espèces sonnantes et trébuchantes sans qu'aucun argent n'entre dans son compte en banque. Un ou des tiers ont bien évidemment profité de cet argent car notre sœur ne consommait pas de drogue et il n'a pas été trouvé dans sa chambre des quantités invraisemblables de vêtements, sacs ou chaussures dans lesquels cet argent serait passé. De plus, en septembre 2020, alors qu'elle était déjà au Calvi Hotel, elle a cassé, certainement à la demande, sinon au vu et au su de son entourage cupide, son PEL et placé ses économies sur son compte courant. Cet argent devait déjà être dans le viseur de qui on sait. Or, d'après les dépositions du personnel, il n'y avait plus de clients dans cet hôtel qui était déjà ou allait bientôt fermer ses portes. Ne restait qu'Astrid dont la réservation se terminait le 21 octobre. Astrid envisageait donc de quitter cet hôtel et cette île à cette date, car dans le dossier, on trouve la trace d'une réservation d'un billet d'avion retour pour le 21 octobre, ce qui est cohérent avec le message qu'elle nous avait envoyé au début de son séjour. Pourtant, le 14 octobre 2020, Marie-Françoise Savelli a téléphoné à Astrid et a obtenu d'elle la signature d'un chèque de 8 500 € pour la réservation d'une chambre jusqu'en février 2021. À ce jour, on ne sait pas ce que cette femme a pu raconter à Astrid pour lui faire changer ses plans de cette façon. Cette initiative de Marie-Françoise Savelli est d'autant plus incompréhensible qu'au lieu de se réjouir du prochain départ d'une cliente embarrassante car présentée comme folle, parlant toute seule et agissant bizarrement, elle l'a appelé pour lui proposer de prolonger son séjour dans son établissement. Quand même interrogée sur ce point, Marie-Françoise Savelli a répondu aux enquêteurs que c'était sur la demande insistante d'Astrid qu'elle avait encaissé ce chèque, affirmant qu'Astrid lui avait dit qu'elle ne voulait pas que sa famille touche cet argent. Qui peut croire un tel baratin, hormis des enquêteurs qui ne veulent pas faire la lumière sur l'affaire? Les éléments du dossier d'instruction me conduisent à affirmer que c'est Marie-Françoise Savelli qui a envoyé Astrid acheter le carburant à la station d'essence le 30 octobre 2020. Vêtue d'une longue jupe noire, d'un t-shirt rouge et de baskets blanches, Astrid a bien été filmée par la caméra de vidéosurveillance de la station d'essence située à proximité du Calvi Hotel, allant se procurer un jerrycan d'essence. J'avais déjà signalé cette anomalie sur laquelle je reviens, la pompiste qui avait indiqué qu'Astrid avait fait cet achat à la demande d'une tierce personne. En effet, devant cette pompiste donc, Astrid a appelé cette tierce personne pour se faire préciser la quantité de carburant à acheter. Et bien sûr, aucune investigation de la part de l'enquêteur pour essayer d'identifier la personne qui était au bout du fil. Moi, je pense que c'est à la demande de Marie-Françoise Savelli qu'Astrid a effectué cet achat de carburant et aussi d'autres produits ce jour du 30 octobre 2020. Ce qui m'amène à l'affirmer se trouve dans le dossier d'instruction lui-même, un ticket de caisse. Un ticket de caisse qui a failli échapper à ma vigilance car il était enterré dans un PV d'une 60aine de pages avec d'autres documents, comme si l'enquêteur avait voulu le cacher. Mais manque de peau, je l'ai vu. Dans une précédente vidéo, j'avais indiqué qu'Astrid payait tous ses achats personnels par carte bancaire, ce qui a été aussi le cas pour ses achats effectués le 30 octobre.
Sur ce ticket de caisse que nous avons examiné avec soin, figuraient les 25 litres d'alcool à brûler, toujours achetés à la demande de Marie-Françoise Savelli pour exécuter son plan qu'elle croyait génial, puisque ces bidons étaient parmi les objets trouvés à côté de la dépouille d'Astrid. Mais je vais maintenant dévoiler le pire et que je n'avais jamais dit avant. Figurait dans ce ticket de caisse, à ma très grande stupéfaction, un produit qu'ici à la maison avec nous, elle n'avait jamais acheté, ni non plus pendant son séjour en Corse, car j'ai épluché tous les tickets de caisse du dossier d'instruction. Ce produit, acheté donc le 30 octobre, m'a perturbé et m'a tellement fait de peine que je me suis demandé ce qu'ils avaient bien pu faire à ma petite sœur pour qu'elle soit diminuée à ce point. Astrid avait acheté un paquet de couches pour incontinence. Or, Astrid n'avait pas de problème d'incontinence urinaire, encore moins fécale. Or là encore, l'incontinence urinaire, pour rester optimiste, est un effet fâcheux, et c'est bien connu, de la chimiothérapie, ou peut-être du grand âge. Ce n'est que très récemment, en réalisant que Marie-Françoise Savelli était âgée de 70 ans à l'époque des faits, pour être née en novembre 1950, que j'ai compris la raison de cet achat. Je pense avoir fait la preuve de l'identité de la personne à la demande de laquelle Astrid a effectué tous ses achats du 30 octobre, que les zélés enquêteurs n'ont pas voulu dévoiler, donc incriminer, en faisant les investigations qui s'imposaient. Les éléments du dossier d'instruction nous permettent d'établir la preuve et la période pendant laquelle Astrid a été séquestrée dans sa chambre du Calvi Hotel avant son assassinat. Le 30 octobre vers minuit, j'ai parlé à ma sœur. Elle allait bien et voulait louer une voiture pour quitter Calvi et continuer tranquillement son séjour. Elle ne m'avait pas parlé d'un retour imminent à la maison. Pourtant, selon les dépositions de Marie-Françoise Savelli et de son personnel, certainement aux ordres, Astrid, à un moment de son séjour dans cet établissement, ne sortait plus de sa chambre, restait volets fermés et refusait que sa chambre soit nettoyée. Elle n'allait pas non plus récupérer les autorisations de sortie Covid que les femmes de ménage lui glissaient sous la porte de sa chambre. Ces dépositions nous permettent de fixer avec précision la période pendant laquelle Astrid s'était soi-disant volontairement enfermée dans sa chambre. En effet, le second confinement national, ordonné le 28 octobre, a été mis en place en Corse à compter du 30 octobre minuit. Il s'agissait donc des autorisations de sortie du 31 octobre, 1er, 2 et 3 novembre 2020. Marie-Françoise Savelli veut nous faire croire qu'elle a gardé dans son établissement, qui était déjà ou allait fermer, une cliente, la dernière en l'occurrence, manifestant de tels symptômes de démence sans appeler les autorités sanitaires. Qui peut, hormis les zélés et décidément très conciliants enquêteurs en charge de ce dossier en Corse, avaler sans s'étouffer de telles couleuvres? En tout cas, pas nous. Mais tout noirs à banane que nous sommes à leurs yeux, nous avons décrypté sans difficulté que dans leur déposition, ils faisaient en fait la description de l'exécution du plan que Marie-Françoise Savelli avait conçu pour se débarrasser d'Astrid. Dernière cliente de son établissement, Astrid y a été tranquillement agressée puis séquestrée dans sa chambre, car Marie-Françoise Savelli ne voulait pas lui rendre le montant de cette réservation obtenue le 14 octobre 2020. Marie-Françoise Savelli voulait aussi certainement s'approprier ces petites économies provenant de son PEL cassé en septembre 2020, qu'Astrid, comprenant enfin qu'elle s'était faite berner, refusait de lâcher. C'est l'interprétation que je fais des dépositions d'une personne auditionnée qui, connaissant très bien Astrid, avait déclaré qu'ayant du caractère, on ne pouvait forcer Astrid à faire ce qu'elle ne voulait pas faire, ni donc à lâcher ce qu'elle ne voulait pas lâcher. Mais le piège s'était déjà refermé sur notre pauvre Astrid. Et même si elle avait lâché les économies de son PEL, il était déjà trop tard, car Marie-Françoise Savelli avait résolu de la tuer. En effet, en femme d'affaires avisée, Marie-Françoise Savelli voulait maximiser son gain. S'il s'était agi de simplement la tuer parce qu'elle avait vexé en demandant avec trop d'insistance le remboursement de son argent, Marie-Françoise Savelli aurait fait avaler des médicaments à Astrid afin qu'elle s'éteigne tranquillement dans sa chambre d'hôtel. Meurtre qui aurait été parfait, car le procureur de la République, lui aussi très conciliant, aurait, dans ce cas aussi,
ériger un obstacle légal à l'autopsie. Auquel cas, nous aurions eu beaucoup de mal à contester et à établir qu'Astrid s'était fait suicider. Au lieu de ça, cupide et stupide, Marie-Françoise Savelli en a voulu plus. En récoltant le sang et en faisant prélever les organes de notre petite Astrid, elle allait en tirer un profit maximum. Elle a donc utilisé le téléphone d'Astrid pour entrer en relation avec des individus qui, et cela n'étonnera personne, n'ont jamais été auditionnés par les zélés gendarmes de Corse. C'est pour cela qu'Astrid a été conduite dans la nuit du 2 novembre à Propriano, à 200 km de Calvi, pour y être charcutée. Je n'ose pas imaginer la peine, la terreur qui devait être la sienne, sachant qu'elle vivait ses dernières heures. Son corps a été ramené dans la nuit du 3 novembre sur le parking déserté car fermé du Calvi Hotel, et il y a séjourné, caché derrière les buissons, jusqu'au 5 novembre où il devait être brûlé pour détruire les traces de son exécution. Mais malheureusement, pour Marie-Françoise Savelli, ce feu d'amatrice a été éteint par le premier témoin sur les lieux qui a jeté de l'eau et étouffé les flammes avec sa couverture. Ce qui m'a permis de voir qu'elle portait ce soir du 5 novembre 2020 les mêmes vêtements que ceux vus sur la vidéo de la station d'essence le 30 octobre 2020, sauf qu'elle n'avait pas des baskets mais des tongs qui lui servaient de chaussons quand elle était dans sa chambre du Calvi Hotel. Preuve qu'Astrid n'avait pas pu se changer depuis le 30 octobre au soir, car elle avait été séquestrée. Seule sa jupe noire avait brûlé, son corps était intact. J'ai donc pu voir que son t-shirt rouge était coupé au ciseau jusqu'en haut de sa poitrine, laissant voir son ventre qui avait été ouvert. Et je n'ai pas rêvé, car dans son rapport de constatation externe, le légiste aussi a mentionné que son ventre était fendu, ainsi que sa cuisse droite. Ce retour du corps supplicié d'Astrid sur le parking de cet hôtel, alors qu'ils auraient pu s'en débarrasser en le jetant dans n'importe quel endroit escarpé de cette île, sonne comme un retour à l'envoyeuse, Marie-Françoise Savelli, afin que son corps soit arrosé avec l'essence qu'elle avait fait acheter à la malheureuse Astrid quelques jours plus tôt. Ayant réussi à berner les enquêteurs, elle pensait aussi pouvoir convaincre la famille qu'Astrid, isolée, enfermée volontaire dans sa chambre et mal dans sa peau, s'était suicidée par immolation en se cachant derrière les bosquets du parking de son hôtel. C'était bien mal nous connaître. Les zélés enquêteurs ont recueilli sans sourciller les dépositions de Marie-Françoise Savelli, selon lesquelles le système de vidéosurveillance de son hôtel était hors service depuis 2018 ou 2019. C'était donc très facile pour elle d'affirmer, sans pouvoir ni le prouver ni être démentie, qu'Astrid, qui ne voulait plus sortir de sa chambre depuis le 30 octobre, a subitement décidé de le faire le 5 novembre avec ses couvertures sur elle pour aller se mettre le feu sur le parking de l'hôtel. Nous savons maintenant que tout ceci est faux, car dans le cadre de l'instruction, ils ont été bien obligés de recueillir les dépositions de ce premier témoin qu'ils avaient essayé de cacher lors de l'enquête préliminaire, témoin qui a déclaré qu'il était le propriétaire de cette couverture, trouvée sur elle et qu'il avait utilisée pour étouffer les flammes. Après la découverte du corps d'Astrid, les enquêteurs ont mis sa chambre sous scellé, mais n'ont pris aucune photo de celle-ci et n'ont pas non plus fait de fouilles minutieuses. Rien d'étonnant de la part de ces super enquêteurs que nous connaissons très bien maintenant. Il faut, pour imaginer l'état de cette chambre, se contenter des dépositions des femmes de ménage qui ont déclaré qu'elle était très propre, bien qu'elle n'ait pas été nettoyée depuis au moins le 30 octobre minuit, début selon eux de son enfermement volontaire, mais pour nous de son agression et de sa séquestration pour préparer son assassinat. Ce qui me conduit à rejeter les dépositions de son staff, certainement aux ordres, sur l'état réel de la chambre d'Astrid, sont les déclarations de Marie-Françoise Savelli elle-même. En effet, elle a affirmé aux enquêteurs ce qui suit. Je suis rentrée dans la chambre plusieurs jours après et ai remarqué un impact sur l'écran et ai supposé que la cliente avait donné un coup de poing dessus sur le coup de la colère. What? Tout le staff de cet hôtel a décrit Astrid comme très discrète, très douce de caractère et n'ayant jamais causé de problème dans l'hôtel. Ce qu'avait déjà dit d'elle la gérante de l'hôtel Le Home où Astrid avait séjourné quelques semaines avant d'aller au Calvi Hotel.
Que s'est-il donc passé dans cette chambre pour que la douce Astrid s'en prenne à la télévision qui ne lui avait rien fait? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, par ses propres dépositions, Marie-Françoise Savelli se trahit et dévoile la violence de l'agression qu'Astrid a dû subir dans sa chambre ce soir du 30 octobre et les jours qui ont suivi pour les maintenir. Pire, une femme de ménage a déclaré dans sa déposition avoir dû vider la chambre car la patronne, donc Marie-Françoise Savelli, voulait y faire des travaux. What? Pourquoi faire des travaux dans une chambre décrite comme propre et en bon état? Encore une preuve indirecte de la séquestration et de la violence qu'a dû subir Astrid dans cet établissement. Toujours dans leur déposition, Marie-Françoise Savelli et son personnel ont exprimé un sentiment de malaise à aller dans cette chambre après la mort d'Astrid. Cette peur est incompréhensible puisqu'Astrid n'y est pas morte. Elle le devient en revanche s'il s'agissait d'une chambre défoncée en raison des violences qu'ils ont infligées à Astrid pour l'y maintenir avant son exécution. Mais ce n'est pas tout. Dans ces dépositions où il y avait salade, tomates, oignons, tous les ingrédients pour retenir ou ne serait-ce qu'envisager l'implication de Marie-Françoise Savelli, les enquêteurs se sont comportés comme les 3 singes de la sagesse. Comme preuve ultime du suicide d'Astrid, Marie-Françoise Savelli a déclaré dans ses dépositions avoir trouvé dans la chambre un billet de 100 € accompagné d'un mot écrit de la main d'Astrid pour les femmes de ménage. Bizarrement, ce mot a été découvert par elle, la gérante, et non pas par les femmes de ménage, dans une chambre, je le rappelle, placée sous scellé, mais qui visiblement, et je l'avais déjà dit, n'avait pas été passée au peigne fin par les enquêteurs. Auquel cas, ils l'auraient certainement trouvé, sauf si la facétieuse Astrid l'avait caché dans un rouleau de papier toilette ou dans toute autre cachette insolite qui n'a pas échappé à l'œil de lynx de Marie-Françoise Savelli. Tel que le présente Marie-Françoise Savelli, Astrid, dans un élan de générosité avant son geste suicidaire, a voulu remercier les femmes de ménage, mais on se demande bien pourquoi, puisqu'elle ne faisait plus le ménage dans sa chambre. Ce message écrit de la main d'Astrid est pourtant une pièce de procédure importante pour soutenir la thèse du suicide. Mais il n'a jamais été montré aux femmes de ménage, ni même présenté à l'enquêteur, qui a reçu cette déposition sans sourciller, ni même le réclamer. C'est dire le crédit que cet enquêteur accordait à cette histoire farfelue. C'est un message putatif qui n'a existé que dans l'imagination débordante, voire délirante, de Marie-Françoise Savelli. Pour moi, il s'agit d'une ultime tentative de Marie-Françoise Savelli d'apporter un autre élément pour conforter la thèse qu'elle savait branlante du suicide par immolation de la douce et innocente Astrid. Alors qu'elle a fait tuer sans vergogne ma petite sœur pour, entre autres, garder les 8500 € de sa réservation, Marie-Françoise Savelli a généreusement remis ce billet de 100 € à ces femmes de ménage. Femmes de ménage qui, superstitieuses et dans un grand élan de piété, sont allées à l'église pour commander des messes pour le repos de l'âme d'Astrid, pensant que Jésus leur pardonnera de ne pas avoir sauvé Astrid en dénonçant la séquestration et pire, en couvrant son assassinat. Des messes ont été dites 5 dimanches de suite par l'abbé Ange-Michel Valéry. Cet homme d'église est passé de vie à trépas le 23 juin 2023 et il a découvert la manipulation, la tromperie dont il a été victime au sujet d'Astrid. Car s'il avait su la vérité sur la mort d'Astrid, il n'aurait pas prié pour le repos d'une âme en peine, mais pour que justice lui soit rendue. Pour l'avoir déjà expliqué très longuement dans mes précédentes vidéos auxquelles je vous renvoie, je vais lister quelques anomalies survenues après l'assassinat d'Astrid à Propriano le 2 novembre vers 4 heures du matin, le retour de son corps le 3 novembre vers 3 heures du matin sur le parking déserté du Calvi Hotel et la tentative de destruction de celui-ci par le feu le 5 novembre vers 20 heures. L'utilisation de la carte bleue d'Astrid entre le 3 et 5 novembre 2020 pour effectuer des achats très étranges comme 258 € de victuailles
pour une femme seule ayant résolu de se suicider 2 jours plus tard, des sacs poubelles et un conteneur de 25 litres, article qu'aucun client d'un hôtel 3 étoiles n'achète. L'utilisation de son téléphone le 5 novembre dans l'après-midi pour faire des appels silencieux à 5 de ses proches, une amie, sa mère, sa sœur Brigitte et moi-même à 14h48, bien sûr, pour donner une illusion de vie d'Astrid. Certaine qu'elle ne risquait rien dans ce dossier, elle s'en est donnée à cœur joie, continuant à utiliser les affaires d'Astrid comme son téléphone ou sa puce, qui a borné au phare de la Revalata à côté de Calvi le 12 novembre 2020. Les enquêteurs ont bien sûr fermé la bouche, les yeux, se sont bouchés les oreilles, sans oublier les trous de nez, pour ne pas devoir démasquer Marie-Françoise Savelli. Mais pouvait-il cacher très longtemps ce qui est évident, saute aux yeux et ne résiste pas à un examen sérieux? Qui, hormis la gérante de cet hôtel, Marie-Françoise Savelli, avait accès à cette chambre dans laquelle se trouvait encore la carte bleue et le téléphone d'Astrid, qui n'avaient pas été retrouvés à côté de sa dépouille le 5 novembre 2020. Voilà, Marie-Françoise Savelli, vous êtes mise à nu et votre crime est révélé. Vous êtes une meurtrière. Vous êtes non seulement la bénéficiaire, mais aussi la commanditaire de l'assassinat de ma sœur Astrid Zokanga à Calvi en Corse le 2 novembre 2020. J'assume mes propos et suis prête, si j'ai tort, à en subir les conséquences judiciaires. Vous portez la responsabilité de la mort d'une femme qui ne vous avait fait aucun mal. Bien au contraire. Elle a eu un comportement de sainte en tentant, sans recevoir aucun paiement, sinon la mort, de vous soigner du cancer qui vous rongeait au moment des faits. Vous avez trahi sa confiance en l'envoyant acheter les combustibles qui allaient servir à la brûler pour pouvoir forger le scénario du suicide par immolation pour cacher votre rôle déterminant dans la survenue de sa mort. Vous ne lui avez laissé aucune chance de s'en sortir en organisant son agression et sa séquestration dans votre établissement. Vous avez causé une peine infinie à Astrid en la traitant comme un gibier conduit à Propriano pour y être exécuté. Alors qu'Astrid avait pris soin de votre vieux corps malade, vous l'avez remercié par l'outrage en faisant prélever son sang, d'où la fente dans sa cuisse droite, ses organes, probablement son foie, riche en sang, pour les vendre, ou, et c'est pas mieux, tenter une thérapeutique satanique pour soigner votre cancer en volant sa vie. Mais même après sa mort, Astrid a gagné sur vous. Elle n'a pas permis que le feu efface les traces de votre méchanceté. Votre attitude est inqualifiable et impardonnable. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Marie-Françoise Savelli, il vaut mieux reconnaître et payer ses crimes de ce côté-ci du miroir, car de l'autre côté, vous n'aurez pas d'autorité complaisante pour vous protéger et vous n'échapperez pas au terrible sort qui vous attend. Astrid n'avait aucune valeur à vos yeux et c'était une grossière erreur. Inutile d'envoyer des légionnaires contre moi, car vous ne pourrez ni tuer la vérité, ni échapper aux conséquences de votre acte. À 73 ans, vous en avez plus derrière vous que devant vous. Je vous défie, si vous êtes femme, à livrer votre dernier combat. Portez plainte contre moi, Annick Zokanga, pour diffamation ou dénonciation calomnieuse. Si vous ne relevez pas ce défi, votre silence et votre inaction vaudront reconnaissance de votre implication dans la survenue de la mort d'Astrid. Voilà, j'en ai fini avec cette 13e vidéo et je vous remercie pour votre intérêt pour ce drame qui nous a frappés et qui peut encore frapper d'autres familles si de tels individus sont laissés en liberté. Il y a beaucoup d'autres choses que nous avons comprises dans le dossier d'Astrid que je ne peux pas révéler dans cette vidéo car nous gardons espoir qu'un jour une vraie enquête sera menée et il faut que les individus concernés soient pris par surprise. Merci de partager cette vidéo dans vos réseaux sociaux. Je n'ai pas d'autre moyen pour faire connaître ce drame horrible car les médias français se contrefichent de la mort d'une femme noire. Ma vidéo est un peu longue, mais la gravité des accusations que j'ai portées contre Marie-Françoise Savelli ne pouvait pas s'expliquer en 2 minutes. N'hésitez pas à mettre des pouces et des commentaires pour augmenter la visibilité de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et pour les partages que vous voudrez bien faire.